Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Wars en direct. Je suis Aude et ce soir j'ai le plaisir d'accueillir un invité qui s'appelle Fabien, et qui est un membre éminent de notre Discord, donc je suis ravie de l'accueillir ce soir ici avec moi. Faites une ovation pour Fabien. Merci beaucoup Aude, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait très plaisir d'enregistrer une émission avec toi Aude. Bah écoute, c'est moi qui te remercie d'être là, d'avoir pu te rendre disponible. Sincèrement, comme je le dis à chaque fin d'épisode que j'enregistre, j'invite les auditeurs à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, mais pas juste à nous suivre, mais aussi à interagir avec nous, et le Discord est là pour ça. Je suis une grande fan de ce Discord, donc ça fait rencontrer des gens. Toi, tu en es la preuve. Et en plus, croyez-nous ou pas, mais à l'échelle internationale de notre communauté Star Wars en direct, parce qu'on est quand même franco-québécois, figurez-vous que ce grand amiral Fab habite ma commune. Donc, on doit être à 5 km là, de distance en ce moment. Même pas 5. Bon bref, on était destinés à se rencontrer via Star Wars et via Star Wars en direct. Et c'est un plaisir de te recevoir là, parce que sur le Discord, on a toujours des échanges très sympas, polis, drôles et constructifs. Donc c'est pourquoi tu es là ce soir, sur ton idée d'émission que nous avons sobrement intitulée « Faut pas décloner », puisque je sais plus un jour comment ça nous est venu, mais on a eu envie de parler du clonage dans Star Wars. Et rappelons à l'auditoire que toi, grand amiral Fab, tu es médecin de formation. Donc du coup, tu as quand même une petite idée des processus scientifiques derrière le clonage. Donc on va un petit peu décortiquer ça à la sauce Star Wars, à la sauce cinéma, et saupoudrer d'un petit peu de science, mais il faudra évidemment pas vouloir donner une cohérence extrême à tout ça, puisque ça reste de la science-fiction. N'est-ce pas ? Bah ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, on essaie de trouver une cohérence, de rattacher Star Wars à notre univers. Mais bon, voilà, on sait que dans Star Wars, dans l'espace, il y a du bruit, les vaisseaux font du bruit. Voilà, on sait qu'il faut pas rechercher une exactitude scientifique, mais parfois on peut faire des rapprochements, on peut chercher la cohérence. Et souvent, c'est ce qu'on fait en tant que fan. On aime bien comprendre les petits trucs. Et effectivement, le clonage, les clones, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent dans l'univers de Star Wars. Donc, c'est pas mal d'en discuter. Bah, en tout cas, du coup, les auditeurs, vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas scientifique et si vous n'êtes pas passionné par le clonage, on va quand même pas essayer de vous assommer, puisque je pars du principe que quand on aime Star Wars, on peut écouter à peu près tout ce qui s'y passe, même parfois des lectures, des épisodes de lecture, littérature ou comics, même si on les a pas lus. Donc on va essayer d'être non pas interactif, parce qu'on n'est pas en live pour une fois, mais d'être pas trop assommant. On va aussi juste vous rappeler, pour les gens qui nous écoutent régulièrement en ce moment, que les émissions récentes, nous avons Seb, Mino et Juliane du Québec qui nous font un guide de survie sur la célébration, la Star Wars célébration qui va bientôt avoir lieu en Californie. Donc pour l'instant, ils en sont au numéro 2. En tout cas, moi, j'ai écouté les 2 premiers, c'est super. En plus, c'est des formats courts. Et vous voyez, j'ai aucune intention d'aller à la Star Wars Célébration, mais c'est vraiment très intéressant à écouter. Parce que ça donne même tout plein d'astuces, globalement, pour les salons ou les conventions en général sur lesquelles on peut aller. Et nous avons eu aussi un épisode sur le jeu Lego, de la Skywalker saga. Et puis, nous avons aussi un quad 9 qui est enregistré normalement et diffusé en même temps que nous, on enregistre là, sauf que nous, on sera diffusé à un autre moment. Et donc, du coup, les quad 9 hebdomadaires, et là, c'est au tour de l'équipe du Québec. Je vous invite également à afficher les couleurs de Star Wars en direct en portant nos magnifiques t-shirts au design réalisé par Dany. Donc là, vous avez l'édition collector du 20e anniversaire, un grand classique. Mais nous avons plus récemment aussi un mash-up avec le Tatooine Banta Ranch, porté par la magnifique carrure de Dany, avec son chapeau de Filoni. Et puis le plus récent,
qui j'espère aura du succès, c'est le Hello There Obi-Wan Kenobi. Donc tout ça sur un t-shirt, le beau Ewan McGregor, le Bobby-Wan comme tu dis Fab, le Bobby-Wan sur un t-shirt. Est-ce que tu as des t-shirts Star Wars en direct toi-même? Non, mais je pense que je vais craquer pour celui d'Obi-Wan. Hein. Ah, ben ça serait bien. Parce qu'en plus, je pense que dans la série, il va sortir le Hello There. Tu crois forcément? Ah oui, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Bon, en tout cas, si tu le commandes et si tu l'arbores fièrement, fais-nous une photo, tag-nous dedans, envoie-nous là et on la mettra ici. Parce que évidemment, l'achat de t-shirts ne nous rapporte pas des millions, mais permet de payer les serveurs et toute la maintenance technique assurée par notre cher leader suprême, Dany. Donc merci à vous si vous nous donnez ce petit coup de pouce, c'est toujours bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de commencer? On va se faire un petit passage en hyperespace parce que pour ta première venue, je trouve que c'est sympa. T'as déjà voyagé dans l'espace? Non, mais j'ai peut-être le mal de l'hyperespace, je sais pas. Moi, c'est sûr, j'ai toujours le mal des transports et j'ai réussi à ne pas vomir. Donc, on va le tenter, on va voir ce que ça fait. Allez, accroche-toi à ton siège. Okay. C'est parti. Non, c'est pas le bon. Je me suis trompée. Alors, hyperespace, il est là. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Oh, j'ai eu un petit frisson là. Il n'y a pas de vomi partout, tout va bien. Fabien est encore avec moi. Le chat sur mes genoux aussi. On est parti. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Faut pas décloner. Ça, c'était quand même un titre. Rien que pour le titre, je voulais qu'on fasse une émission. C'est Fabien qui a trouvé ce titre. Je l'adore. Et c'est vrai que le clonage a commencé dès le début de Star Wars. Parce que dans le premier Star Wars, alors la version française, l'audio a été privé de cette mention. Absolument. Parce que Ben Kenobi parle de guerre noire, tandis qu'en VO, donc en vrai, il dit Clone Wars. Ouais. C'est-à-dire que dès le début, donc en 77, George Lucas introduit l'idée de clonage. Et en 77, le clonage, c'est de la science-fiction. Ouais, absolument. Pardon. C'est vrai que dès le début, comme tu dis, on est dans une ère où la science-fiction a un petit peu les réalisateurs se donnent les moyens de faire ce qu'ils ont dans leur tête niveau science-fiction. Et le fait de parler d'un clone, est-ce que ça avait déjà été évoqué au cinéma ou montré à ce moment-là? Moi, je suis pas sûre et j'étais pas née, toi non plus d'ailleurs. J'étais pas dans ce mood-là à l'époque, mais c'est quelque chose qui n'existait pas dans la science, en tout cas dans la vraie science à ce moment-là. Non, parce que on en parlera un petit peu du clonage dans notre monde, dans notre galaxie à nous. Mais effectivement, en 77, le clonage n'était pas encore une réalité. Ça l'est aujourd'hui, même si effectivement il y a des limitations. Mais à l'époque, c'est vrai que le clonage, c'était vraiment de la science-fiction. Et c'est dommage parce que rien que cette notion de Clone Wars pouvait évoquer plein de choses. Et c'est vrai que pour un auditeur francophone non anglophone, c'était vraiment se priver d'un imaginaire qui pouvait être derrière tout ça, que du coup, on ne pouvait pas avoir. Pardon, excuse-moi. Excusez-moi les auditeurs, je suis un petit peu malade. Du coup, si on commence par Clone Wars, au niveau des œuvres qu'on va avoir nous sous la main pour notre amour de la saga, on a la série The Clone Wars, où là on a du clone en veux-tu, en voilà, et on a le plaisir de les voir évoluer, interagir vraiment à l'âge adulte et en tant que personnage à part entière, parce que leur première introduction, non, j'allais dire une bêtise, leur première introduction, oui, si, à ces clones-là, c'est forcément dans l'épisode 2, l'attaque des clones. Le titre donne un petit indice. C'est ça. Et puis, moi, je me rappelle plus ce que je pensais du coup à l'époque, mais c'est vrai que quand le titre de l'épisode 2 a dû sortir, l'attaque des clones, tous les fans ont dû se dire, enfin, on va nous raconter ce que c'est que cette guerre des clones, quoi. L'attaque des clones en tant que telle, on ne la voit vraiment qu'à la fin du film. On a déjà une présentation finalement d'une planète et d'un peuple de cloneurs, les Kaminoans, qui seraient du coup capables
qui serait réputé et capable pour faire de faire des trucs un petit peu spéciaux du moment que tu mets la main au porte-monnaie. Ça, c'est une notion aussi à l'échelle de la galaxie Star Wars où il y a tellement de planètes, tellement d'aliens, d'espèces, et ils ont tous leur spécialité. T'as les banquiers, t'as des agriculteurs, et puis t'as des cloneurs. C'est finalement un petit peu logique en fait de tomber là-dessus, mais après on se dit comment ils vont nous mettre ça en pratique, finalement sous la forme d'une armée. C'est ça qui est intéressant pour... on est quand même dans un truc qui s'appelle Star Wars, quoi. Donc la guerre des étoiles. Ça tombe bien, il va nous falloir des armées. Et on en a une, mais elle n'est pas faite juste de mecs random, c'est tous des clones, quoi. C'est quand même pratique, cette affaire. Et ce qui était intéressant aussi dans cet épisode, c'est que du coup, ça nous introduit Boba comme un clone de Jango Fett, qui est à l'origine de tous les clones. Donc c'est vrai qu'on apprend dans cet épisode que Boba est en soi un clone du coup de Jango, qui est à l'origine du coup de tous les autres clones. Donc c'est vrai que c'est Boba qu'on a découvert des années auparavant, 5 minutes, qui a fait fantasmer une génération de fans, qu'on a un petit peu enterré ces mois-ci, mais du coup à l'époque on lui a redonné une nouvelle aura. Ouais, le joli Boba aux cheveux bruns, interprété par Daniel Logan, était en fait un clone de celui qu'il appelle Papa, c'est-à-dire un double génétique parfait. C'est bien ça un clone, docteur? Un clone, c'est la réplique de l'ADN de quelqu'un. Donc c'est génétiquement le même ADN. Par définition, un clone, c'est à le même ADN que l'original en fait. Voilà. Tu passes pas par une fécondation, par l'apport d'une ovule et d'un spermatozoïde pour tout ce qui est mammifère. Après, dans Star Wars, il y a certainement d'autres modes de reproduction. Mais en tout cas, pour l'être humain, effectivement, c'est une fécondation, hein, la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde. Le clonage, c'est le double d'un noyau contenant l'ADN. Donc, ça passe pas en fait une reproduction sexuée, c'est juste en fait une copie. C'est vraiment une expérience scientifique, quoi. C'est une manipulation génétique avec vraiment le nom et tout ce que ça implique, en fait. Et il y a une différence entre le clone qui est Boba, qui est effectivement, c'est dit dans le film, qui est un double génétiquement pur, sans modification, contrairement aux autres clones qui ont eu des modifications. Ah oui, pour l'avancée de la croissance, exact. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'en plus d'être des clones, c'est des organismes génétiquement modifiés, des OGM, parce qu'ils ont des modifications. On sait que notamment ils ont une accélération de leur vieillissement, hein, pour pas mettre 20 ans à faire une armée. Et on sait avec The Clone Wars qu'ils ont reçu d'autres modifications, notamment pour les rendre plus dociles et plus obéissants. Oui, absolument. Je relis quelque chose qu'on s'était dit, nous, en privé. La notion de paternité, du coup, de Boba par rapport à Jango, qui en a donc demandé un pour s'amuser, puis ils ont l'air de bien s'entendre, hein, il est content, il élève son gamin. Du coup, lui, il l'appelle papa, mais qu'en est-il de tous les autres clones? Est-ce que ces gens-là, qui savent qu'ils sont élevés pour être des bons soldats et un peu de la chair à canon, est-ce que tu crois qu'ils ont une notion de parentalité? En tout cas, la novélisation de l'épisode 2 nous montre que Jango, il a effectivement une relation vraiment filiale avec Boba, son clone, qu'il n'a absolument pas avec les autres clones. Ouais. Et effectivement, il y a même des discussions entre Boba et Jango dans la novélisation, hein, donc des choses qui sont pas dans le film, qui montrent vraiment que c'est un rapport père-fils, que Boba cherche à faire plaisir à son père, bon, ça on peut le comprendre, mais qu'également Boba, que Jango retire une fierté de Boba et qu'il ne le voit pas comme un double, mais vraiment comme voilà l'aboutissement. Lui c'est un super guerrier, hein, il est présenté comme ça Jango, y compris dans la novélisation, et il veut que son fils soit encore supérieur à lui. Donc du coup il veut lui donner toutes les chances. Mais c'est pas uniquement ce but-là, il a aussi derrière un besoin de paternité qui est comblé. Oui, il y a quand même un peu d'amour entre tout ça. Oui, clairement. Moi, j'ai pas lu la novélisation, mais rien que de ce qu'on en voit dans l'épisode 2, on sent qu'il y a de l'amour. Ne serait-ce également que par le manque que manifeste Boba une fois que son père est décédé. Bon, ça, on l'aperçoit dans l'épisode 2, mais plus dans la série animée The Clone Wars, où on voit après un Boba avec un désir de vengeance
qui n'est pas uniquement un truc de psychopathe, quoi. Ça doit vraiment venir d'un traumatisme. Et même dans la série The Book of Boba Fett, hein, on a des flashbacks où Boba, quand il est dans sa baignoire de Bacta, voilà, il revoit son père. Donc forcément, la perte de son père, donc de son père, voilà, de son original, l'a vraiment marqué, quoi. Oui, comme quoi tu peux avoir un double quelque part de toi et qui grandit sur une autre voie, indifféremment. Et c'est là où c'est passionnant sur l'armée de ces clones et certains qu'on est amené à rencontrer, à connaître un petit peu plus, notamment dans la série animée The Clone Wars, c'est qu'ils ont beau avoir le même matos génétique, ils ont beau être élevés dans les mêmes conditions, la même bouffe, les mêmes équipements, quelques branches un peu militaires différentes, mais ils arrivent tous à prendre un chemin différent, des chemins de pensée, puisqu'on voit qu'il y en a qui sont très obéissants, d'autres très froids, d'autres très, très compatissants, des plus exubérants que d'autres. Il y a quand même cette notion de personnalité là qui émane à l'échelle de toute une armée. Donc on ne parle pas de 10 mecs, on parle de milliers de mecs. Et nous, on ne les rencontre pas tous, mais tous ceux qu'on peut rencontrer, en tout cas la série a voulu vraiment les différencier. Aussi, je pense, pour les opposer à l'armée de droïdes en face, qui pour le cas, là, les droïdes, ce ne sont pas des clones, ce sont des machines, mais ce sont des reproductions, des facsimilés les uns les autres, et qui ont techniquement à peu près tous le même mode de pensée et de fonctionnement. Et ça doit faire partie du plan de Palpatine d'opposer une armée de droïdes à une armée d'êtres vivants, parce que forcément, ça implique aussi les Jedi. D'ailleurs, dans les premiers épisodes de The Clone Wars, Yoda, il rassure les clones en leur disant que pour eux, ils sont tous individuels au niveau de la force. Donc forcément, Palpatine, il devait savoir qu'en mettant une armée d'êtres vivants, il y aurait aussi cet attachement qui se ferait entre Jedi et clones, qui permettrait dans une certaine mesure à entraîner la chute des Jedi. Oui, absolument. Surtout à l'échelle de milliers de personnages. Oui, vas-y, je t'en prie. Moi, il y a une question que je me suis posée, notamment un peu à la lumière de l'épisode 9. On va revenir, je pense, un peu dans la chronologie des choses, où Palpatine, il a du mal à se créer un clone qui soit un réceptacle suffisant pour sa puissance. Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un clone, quelqu'un créé donc du coup artificiellement, peut être sensible à la force? Donc Yoda, au début de The Clone Wars, leur dit, effectivement, dans la force, on vous voit, vous avez tous une identité, mais est-ce qu'un clone, donc un organisme créé artificiellement, peut être sensible à la force? Peut-être que non, ce qui pourrait expliquer que la création de l'armée de clones soit passée complètement inaperçue aux yeux des Jedi. Parce que justement, peut-être que les clones ne peuvent pas être sensibles à la force, donc créer artificiellement des milliers de personnes, ça n'a pas eu un impact sur la force. Donc, en plus de probablement un voile du côté obscur mis par Palpatine, a permis du coup la création en secret de cette armée de clones. Ouais, c'est ce que je m'étais dit. Oui, non, c'est bien comme théorie, c'est hyper intéressant. Pardon. Oui, absolument. Et comme dit Palpatine, le côté obscur de la force permet d'accéder à des capacités que certains considèrent comme contraires à la nature. Qu'est-ce qu'il dit dans la VF? Contre nature? Contraire à la nature? Je ne sais plus. Bref, c'est pas naturel. Il a bidouillé des trucs. Déjà qu'il a bidouillé des trucs dans le dos de Shmi Skywalker avec son maître, là, le gros dégueulasse. Non content de manipuler un être dans l'utérus d'une femme qu'ils ne connaissaient pas, ils ont en plus créé des millions d'êtres. Alors en effet, est-ce qu'ils sont sensibles à la force? On ne sait pas. On ne le saura pas, puisque lui, techniquement, le papa de Rey, il n'était pas sensible à la force et il ne suffisait pas à Palpi. Ça a sauté une génération, c'est pour ça qu'il a voulu la petite. Mais ça, c'est le scénario de l'épisode 9. La petite qui, du coup, est quelqu'un qui est né d'une naissance naturelle. Donc d'une reproduction naturelle et qui n'est pas... Voilà, peut-être que la force considère que c'est contre nature, justement, de créer artificiellement la vie, ce qui est le cas, en fait, du clonage, en fait, hein, où tu copies quelque chose, donc quelque chose qui n'est pas naturel, qui est lié à une manipulation.
Peut-être que la Force considère que c'est pas naturel et du coup refuse que du coup ces organismes soient sensibles à la Force, tandis que Rey, elle, bénéficie du patrimoine génétique de Palpatine, tout en bénéficiant d'une, on va dire, une reproduction naturelle. Oui, de sa mère, du coup. Et voilà. Exact. Absolument. Mais pour en revenir aux clones de The Clone Wars, donc tous les bons gars qu'on a rencontrés. Pardon. C'est Pimous qui a fait tomber la petite statuette de Poe Dameron, qui est donc maintenant face contre terre. Mon chat a fait tomber. J'ai pas de peau, exactement, joli. Mais j'ai fait une mini crise cardiaque. Merci Pimous pour l'émission. Donc pour en revenir à tous ces clones qu'on a bien connus, pour ceux qui ont regardé The Clone Wars, ceux qui l'ont pas regardé se demanderont un petit peu de quoi on parle, mais on a Rex, on a Cody, on a Echo 5 et on a tous ceux de la Bad Batch qu'on a vu plus récemment. Ces mecs-là, ils sont toujours en recherche d'une identité propre. Ils n'ignorent pas qu'ils sont des clones et ils ont une loyauté indéfectible envers la République et même envers leur créateur. Ils ne se posent pas des questions d'une manière révoltée sur pourquoi on les a fait venir, pourquoi ils sont tous pareils, pourquoi ils sont de la chair à canon. Mais par contre, ils essaient quand même, et ils ont l'autorisation, a priori, de se démarquer physiquement. Et on peut comprendre ça. Imagine, tu as devant toi 10 000 hôtes, quoi. Comment toi, tu peux exister, quoi. Donc, tu essaies de trouver des signes distinctifs. Déjà, te trouver un nom, parce qu'ils ont des matricules, mais ils se donnent des noms. Donc déjà, ça, c'est le premier. Exact. C'est le premier signe d'identité. Et puis, effectivement, parfois, ils se démarquent avec des coupes de cheveux, des signes distinctifs. Et ils ont tous leur personnalité. Et on voit qu'ils sont tous différents, ce qui les rend hyper attachants. Et ce qui fait que pour les collectionneurs de figurines, on a tous envie de les avoir. Tu m'étonnes. Pour ceux qui sont collectionneurs, ben voilà. Ça, c'est un bon filon pour, tu m'étonnes. Le merchandising. Hein. Tu m'étonnes, tu lui rases la tête, tu lui fous un tatouage tribal, allez hop, t'en as un nouveau. Voilà, là on peut penser à Sylvain, hein, du coup. Oui, Sylvain, si tu nous écoutes. T'as pas fini d'acheter tous les clones. Mais du coup, c'est intéressant parce que par cette recherche d'identité, bah voilà, c'est pas que de la chair à canon, comme peuvent l'être les droïdes. Donc effectivement, c'est une guerre qui est un peu compliquée. C'est que d'un côté, c'est des êtres vivants versus des choses qui sont inanimées, quoi. Donc effectivement, ce questionnement est intéressant. Est-ce que c'est que de la chair à canon, ou est-ce que c'est aussi des individualités qui ont le droit de vivre? Et d'ailleurs, dans The Clone Wars, ou c'est dans Rebels, on a un clone qui s'échappe et s'associe à une famille avec une Twi'lek. Ouais. Et voilà, donc du coup, lui, il souhaite vivre sa vie aussi. Et il y a aussi ce désir que peuvent avoir les clones, peut-être, d'échapper à leurs conditions de chair à canon, entre guillemets, quoi. C'est quand même une sacrée idée qu'ils ont eu, les Kaminoans, de faire ça, quoi. Ah, tu m'étonnes que ça vaut de l'argent pour eux. Et du coup, ce peuple-là, moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'ils étaient très peu nombreux, en fait, et que ça serait, a priori, une race qui se clone eux-mêmes. Ils maîtrisent tellement le game, les mecs, en fait, pour se reproduire, ils se clonent eux-mêmes. Ils aiment pas trop les relations sociales, du coup, ils se clonent. Oui, je crois que c'est dans peut-être une novélisation, où effectivement, c'est une idée qui je sais pas si elle est officielle dans le canon, mais on peut supposer que effectivement ils se clonent. Et puis c'est vrai, quand tu les regardes, ils ont un peu tous la même tête. Hein. Oui, c'est aussi. un peu difficile de les différencier. Et ça, c'est vrai que dans la science-fiction, il y a d'autres œuvres aussi où tu as des peuples entiers qui se clonent. Et systématiquement, quand cette idée est prise, on se remarque que ça a une limite et qu'au bout d'un moment, ça entraîne l'extinction de la race. Je pense pour les fans de Stargate, je pense aux Asgard. C'est exactement ce qui leur arrive. Coup, tu fais une référence, moi je ne l'ai pas, mais voilà, dis aux auditeurs dans quel autre SF tu as vu ça, donc dans Stargate. Voilà, il y a une race, c'est les Asgard, qui effectivement se clonent entre eux, sauf que au bout d'un moment, ils arrivent un peu à la limite de cette technologie, puis finalement, c'est l'extinction de leur race. Hein. Alors moi, je vais faire une petite référence historique, parce que j'aime beaucoup l'histoire, et que là, on aura fait du Star Wars, de la science, et de l'histoire. Moi, je trouve qu'on a un putain de level, là, Fab, franchement. Alors attention, quand on se clone entre nous comme ça,
Ça me rappelle dans l'histoire de France et d'Europe des 15e, 16e, 17e siècle, où les familles royales et les familles nobles, mais alors encore plus les familles royales d'Europe, aimaient bien se marier entre cousins-cousines, non pas pour l'affection qu'ils se portaient et parce qu'ils faisaient des cousinades tous les mois de juillet, mais parce que les mariages créaient des alliances politiques, géographiques, et des alliances de rang. C'est-à-dire qu'on n'allait pas marier le fils du roi de France à une vulgaire comtesse là de la province d'à côté. On allait essayer de lui trouver quelqu'un de son rang ailleurs. Donc plus c'est loin, mieux c'est pour les territoires. Mais le problème, c'est qu'ils étaient un petit peu en Europe à ce moment-là cousins sur la dynastie des Habsbourg, donc Autriche, Espagne, Pays-Bas, avec à un moment avec le roi de France Louis XIII. Du coup, ils se sont mariés. Louis XIV, le fils de Louis XIII, a épousé sa cousine, qui était la fille du roi d'Espagne, mais c'était carrément sa double cousine. C'est-à-dire que leurs 4 parents, étaient frères et sœurs tous entre eux. Eh ben, il n'y a pas besoin d'attendre des générations comme dans Stargate pour que ça s'éteigne, parce qu'en fait, il y a tellement de patrimoine génétique qui se mélange trop proche, enfin tellement de patrimoine proche qui se mélange, que ça fait soit alors de nos jours ça ferait des grosses maladies, enfin c'est toi qui vas me le dire le nom, mais soit de la trisomie, soit même carrément des grossesses qui n'arrivent pas à bout parce que la nature fait déjà le tri elle-même. Et ces gens-là en Europe et en France, ils ont à peine réussi à avoir des enfants, ils en ont un seul qui a survécu, et tout ce qui était comme ça, mariage consanguin, notamment pas mal sur la famille autrichienne, ça a donné des dégénérescences, des trucs de dingue, quoi, des rois handicapés, quoi, mais des difformes et complètement tarés. Donc il y a pas besoin d'un millier d'années sur une génération de clonés pour que ça parte en sucette. Là, ne le faites pas à la maison, n'épousez pas votre cousine, c'est pas bien. Ou alors très éloigné. Très éloigné, une cousine du Canada, enfin voilà, loin. Voilà, Québec, France, allez, à la limite. Voilà, faut qu'il y ait l'océan Atlantique qui vous sépare et aussi plusieurs degrés au niveau génétique. Exactement, sinon ça va mal tourner, les amis. Mais après, effectivement, on s'écarte un peu du clonage, mais aussi t'as aussi l'eugénisme, c'est-à-dire la recherche d'une race parfaite. Et c'est aussi un concept dans beaucoup de SF. Et là, effectivement, il y a eu Dune qui est sorti au cinéma. Il y a la secte des Bene Gesserit à l'intérieur, qui sont à la recherche un petit peu de Kwisatz Haderach, qui s'avère être Paul. Et en fait, eux, depuis des générations, ils font des mariages arrangés pour essayer justement de purifier un petit peu les choses. Ah, ok, d'accord, je savais pas. Pour arriver justement à l'être un peu ultime, qui s'avère être Paul Atreides. Voilà, mais bon, on s'écarte un peu du clonage, mais c'est un peu ça, c'est la recherche d'une perfection génétique. Oui, d'une génétique, oui, absolument. Voilà. Palpatine, lui, devait se sentir parfait, c'est pour ça qu'il voulait se cloner. Il n'avait pas besoin de passer par l'eugénisme. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que ils ont choisi Jango Fett. C'est-à-dire qu'ils ont choisi entre guillemets un bon modèle, c'est-à-dire un guerrier qui était accompli, parce qu'il avait des qualités. Déjà, c'est un Mandalorien, donc on sait que c'est probablement des qualités de guerrier. Et puis même, on voit qu'il a réussi dans l'épisode 2 à tenir tête à un Jedi, à Obi-Wan Kenobi, sur la plateforme, sur la planète de Kamino. Il arrive à lui tenir net, quoi, alors que c'est un Jedi. Donc c'est qu'il a quand même des sacrées grosses capacités. Donc il n'a pas été choisi au hasard, quoi. Donc quitte à faire des clones, autant faire des clones. D'ailleurs, c'est le comte Dooku qui avait été chargé de lui faire son recrutement. C'est ce qu'il dit à un moment dans l'épisode 2. Mais alors du coup, sur quoi Dooku, sur quoi t'es-tu basé pour le recruter? Il le voulait brun, il le voulait entre 1m78 et 1m83, qui chose du 42. C'était quoi ses critères et comment ils ont pu choisir quelqu'un comme ça? Parce que le critère qu'il soit mandalorien, ça d'accord, mais ça passera pas dans ses gènes. C'est pas sur un gène d'être mandalorien, c'est sur une carte d'identité. Et en plus, même pas, c'est un credo. Du coup, le candidat, quand tu le vois comme ça, tu te dis, ok, ça fait un beau modèle, quoi, plutôt que quelqu'un qui est difforme ou handicapé ou un peu attardé. Mais le fait de choisir quelque chose pour le cloner, il y a vraiment comme un effet photocopieuse, en fait.
où tu te dis ah ça c'est cool, ça j'en veux d'autres. Mettez-moi en 12 millions, s'il vous plaît. Ok, bah venez les rechercher dans 7 ans, ils seront prêts. D'accord, on fait ça. Exactement. Et c'est vrai qu'on parle de clones, effectivement, de manipulation, mais il y a des clones naturels. Les clones naturels, c'est les jumeaux qui sont homozygotes. Ah Eux, oui. ils ont, voilà, c'est vraiment des doubles génétiquement. Sauf que ils ont toujours des différences. C'est-à-dire les jumeaux, bon, ils sont très rapprochés. S'ils vivent ensemble, s'ils ont les mêmes conditions pour grandir, ils vont vraiment se ressembler. Mais il suffit qu'il y ait à un moment une séparation. Ben voilà, c'est pas parce que tu as le même patrimoine génétique que tu seras la même personne. Oui, ça on en a au moins la preuve et la possibilité de le constater en effet avec les jumeaux. J'y avais pas du tout pensé ça aux jumeaux dans la préparation de notre émission. C'est des clones naturels. C'est fascinant. Ouais. Enfin, quand tu les as dans le ventre, c'est moins fascinant. Et après, quand tu dois donner les biberons, encore moins aussi, je pense. Oui. C'est pareil, ne faites pas de jumeaux. N'essayez pas de faire ça. N'essayez pas. Tu avais noté dans le petit rapport hors ligne que avoir un clone de soi, c'est le summum du narcissisme. Tu voudrais un clone de toi? Non. Non. Déjà, je suis même pas sûr d'écouter l'émission qu'on va faire parce que je suis même pas sûr de supporter ma voix. Alors, t'imagines avoir un clone de moi devant moi? Mais si, tu vas pouvoir écouter ton émission, si. Du coup, il y en a un qui voulait vraiment, non pas un clone de lui, mais plusieurs. C'est Palpatouche. Le vieux Palpi, il est où avec son Unnatural, avec son shampoing. Donc, pour vous dire, les auditeurs, Fabien a décrété que Palpatine utilisait un shampoing Head and Shoulders. Donc, c'est acté comme ça maintenant. Pour moi, il sent le Head and Shoulders. C'est juste pour vous mettre dans le contexte. Quand vous le voyez comme ça, là, avec son petit brushing de mémé, là. Donc, Palpatine, il voulait se cloner. Pourquoi il voulait se cloner et à quel moment on découvre ça dans la saga? Alors, si on part que canon, on le découvre dans l'épisode 9. Donc, tardivement. Après, c'était un concept qui était déjà utilisé du coup dans le Legends, et notamment dans une BD qui était sortie avant même il me semble la prélogie. Ou pendant la prélogie, hein. J'ai pas envie de dire de bêtises, hein. C'est The Dark Empire, l'Empire des Ténèbres, qui est une BD qui est plus ou moins appréciée. Et il me semble qu'une émission comme l'auteur nous a quittés il y a pas très longtemps, il me semble qu'une émission est prévue du coup par plusieurs membres du staff pour parler de cette BD qui introduit justement le retour de Palpatine, oui. Cloné. Très bien. Alors, moi, je ne l'ai pas lu. En plus, comme tu le disais, les critiques sont assez mauvaises, et sur les dessins, et sur les couleurs, et sur ce que ça raconte, même si c'est nécessaire pour comprendre pas mal de choses. Moi, je ne l'ai pas lu. Toi, tu l'as lu il y a longtemps? Oui, je l'ai lu il y a longtemps, et j'ai pas forcément un très 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 bon souvenir. Je l'avais trouvé assez poussif. C'est pour ça que je pense qu'il était sorti avant la prélogie dans mes mémoires, et je l'ai pas relu depuis. Comme je suis un peu un complotiste, comme beaucoup d'entre nous, je l'ai dans ma collection de Legends, mais je l'ai pas relu depuis ma première lecture, hein, parce que j'ai pas forcément envie d'y retourner. Oui. Moi, je me demandais du coup quel concept il avait exploité Palpatine pour se cloner dans cette œuvre-là. Est-ce qu'on avait vraiment une explication, un tuto de comment qu'il avait fait? Mais tu me dis que t'as pas spécialement souvenir que ça a été énormément abordé. De toute façon, il vaut mieux qu'il reste flou dans ces cas-là, sinon c'est vachement technique. Il va mettre ça un petit peu mieux au point, en tout cas dans le canon, via l'épisode 9, mais vu le peu d'explications qu'on a dans l'épisode 9 sur tout un tas de trucs, ça, de même, ça ne nous est pas vraiment expliqué. On a quelques bribes dans la novélisation, où on apprend que justement comment elle c'est sa petite fille, la petite Rey, que ça serait via un clone raté qu'il n'aimait pas. Mais sinon, on ne sait pas trop non plus spécialement comment il a fait pour avoir tout un tas de clones. Mais petit à petit, nous disent-ils quelques infos.
notamment quand on voit ça dans l'épisode 9. Désolé les spectateurs pour la qualité médiocre de l'image que vous voyez. On est sur la planète Exegol au tout début de l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, et on aperçoit des morceaux de ce qui paraît être Snoke, le grand méchant de l'épisode 8, The Last Jedi, des morceaux de Snoke qui flottent dans ce qu'on appelle, dans le jargon ici, le bocal à cornichons de Palpatine. Donc, comment il se retrouve en possession de morceaux de Snoke? On en voit clairement deux têtes, en tout cas 2 bustes. Comment il a fait pour obtenir ça, puisque Snoke est déjà mort et en poussière dans les cendres du vaisseau du Premier Ordre? Ça veut dire qu'il a déjà fait des expériences chez lui, dans des éprouvettes à lui. Alors, quant à cette image dans The Mandalorian, ça se passe avant, du coup, l'avènement du Premier Ordre. Là, c'est pas dans le Mandalorian, ça c'est dans l'épisode 9. Hein. J'ai cru que c'était les cuves qu'on voyait dans la saison 2 je les ai pas trouvées en qualité pas trop dégueu. Bon, celle-ci, la qualité est merdique aussi, mais je les ai pas trouvées. Oui, ça c'est encore autre chose. C'est vrai que dans The Mandalorian, dans la saison 2, l'épisode, je crois le 4, réalisé par Carl Weathers, où on a le plaisir de suivre encore une fois Cara Dune, le Mando, Griff Karga et je ne sais plus qui, un autre mec, je crois. Pendant que le Grogu, il mange des macarons bleus la durée à l'école du village. Là. Donc dans cet épisode-là, on arrive sur une ancienne base impériale, un ancien complexe, où on aperçoit en effet des cuves vertes, comme on voit là, pardon, et qui sont des références. Mais à l'intérieur, on voit des créatures là, clairement non différenciées vers quelque chose qu'on connaît. On aperçoit des corps, des trucs, on sent qu'il y a une expérience chelou et une expérience de la force, et il paraît qu'à ce moment-là de l'épisode, on entend le thème de Kylo Ren. C'est bien ça, je dis pas de bêtises. On entend un thème, effectivement, le thème de Snoke, avec les espèces de basses. Quand Snoke, dans l'épisode 7, on le voit en espèce de gros hologramme, et qui est une espèce de chœur fait par John Williams un peu grave, on a l'impression de réentendre ça. Il y en a beaucoup qui ont analysé cette séquence. Effectivement, on a l'impression vraiment que on retrouve la musicalité qu'on peut retrouver quand on voit Snoke dans l'épisode 7 et dans l'épisode 8. C'est vrai que tous ces épisodes avec The Mandalorian, c'est intéressant parce que on a l'impression qu'à ce moment-là, Palpatine, il est en train, dans l'ombre, de négocier son retour. Ouais, et ça, déjà, on pouvait les supposer avec pourquoi il recherche Grogu. Le scientifique, le scientifique dans la saison 1, il a le signe des cloneurs. Donc tout de suite quand on l'a vu, on s'est dit lui c'est un clone army, voilà. Donc il y a ces expériences de clones derrière, et peut-être qu'ils veulent Grogu parce que c'est une espèce qui est très sensible à la force, de manière un petit peu innée, et peut-être que justement l'étude de ce patrimoine génétique peut-être faciliter la création d'un clone sensible à la force pour Palpatine. Ça veut dire qu'à ce moment-là, donc là on est dans The Mandalorian saison 2, donc on avait dit à peu près 5-6 ans après le retour du Jedi. C'est bien ça. On a Il me semble que c'est ça. Donc Palpatine est déjà censé être moisi depuis 5 ou 6 ans. Donc dans l'ombre, alors 2 choses. Dans l'ombre, il existe encore quelque part, un petit peu comme Sauron qui n'est pas tout à fait mort même quand il n'a plus l'anneau. Référence Seigneur des Anneaux pour les auditeurs qui aiment aussi la fantasy. Deuxième chose, ça veut dire qu'il a encore toute une panoplie de fidèles qui œuvrent pour lui, puisque, pareil que pour Sauron, il a pu ses mains et sa substance corporelle pour tout faire comme il le voudrait. Donc il est obligé d'utiliser des intermédiaires, notamment le mec qu'on voit aux cheveux blancs qui donc commandite à Mando l'enlèvement de Grogu, tous les vieux Stormtroopers qui sont autour de ça, en fait toute la petite clique là qui a priori retravaillerait sur un clonage de force sensitive. C'est pas pour leur pomme à eux, ça serait donc encore pour Palpatine qui a encore des coups d'avance derrière. Dieu sait où il est à ce moment-là, quoi. Sans qu'ils en aient peut-être conscience. Mais oui, probablement, on peut supposer que c'est Palpatine qui est derrière toutes ces magouilles et tractations.
Comme toujours, de toute façon, dans l'intégralité de la saga. C'est toujours plus ou moins bien amené, quoi. Et c'est vrai que les motivations de Palpatine par rapport au clonage, c'est une recherche d'immortalité. À un moment, dans l'épisode 3, il parle de Dark Plagueis, qui a réussi à vaincre la mort. Oui, et c'est un petit peu absolument. la carotte. C'est la carotte qui pour un peu appâter Anakin pour sauver Padmé vers le côté obscur. Donc c'est ce qui participe à son basculement. Et du coup, cette recherche d'immortalité, ça se trouve, elle passe par le clonage. Elle passe peut-être par justement ce genre de choses. Il y avait aussi, on en avait discuté un peu avant l'émission, dans les BD Star Wars, une des premières séries du canon, on avait Dark Vador qui interagissait avec un scientifique qui s'appelait Silo, qui avait une espèce de corps cybernétique et qui lui aussi avait réussi à vaincre l'immortalité. En fait, dès qu'il mourait, il y avait des espèces de mémoires qui étaient transférées dans un autre corps et qui du coup qui se remettaient en activité. Donc à un moment on a un Silo 4 et on passe à un Silo 5. Ah oui, avec après, des versions Android et tout, quoi, en fait. Exactement. Donc c'est aussi une façon aussi de vaincre l'immortalité. C'était aussi voilà merci d'avoir trouvé l'image. Sauf que lui c'est un corps cybernétique et effectivement c'est peut-être pas une solution trouvée par Palpatine parce que peut-être qu'un corps cybernétique n'est pas suffisamment puissant, ne peut pas être un réceptacle suffisamment puissant pour la force. Oui, parce Et que lui, il est pas force sensitive, Silo, donc là. Il n'est pas force sensitive, par contre, à un moment, il est avec des acolytes qui sont force sensitives, ou en tout cas qui essayent d'être des rivaux à Dark Vador. Parce qu'au début, Palpatine a cherché à tester un peu Dark Vador, parce qu'il a dû être déçu que Anakin, du coup, soit plus vraiment Anakin et soit plus vraiment en entièreté. C'est un peu une machine. Donc c'est vrai qu'au début en post-épisode 3, dans les comics, on voit que Palpatine teste beaucoup Dark Vador sur sa puissance, sur sa fidélité, sur plein de choses. Et aussi, quand on raisonne par rapport à ça, on peut se dire que peut-être que Palpatine avait choisi Anakin pour être le réceptacle de son immortalité. Peut-être qu'il avait pour objectif à un moment de cloner Anakin, qui est un peu l'être ultime, parce que fabriqué par les midi-chloriens directement, Ouais. peut-être lié à des manipulations par lui, et peut-être qu'il avait justement l'objectif que Anakin soit le réceptacle après sa mort, ou en tout cas un clone d'Anakin soit le réceptacle suffisamment puissant pour accueillir sa puissance. Ouais, j'aime bien tes théories, là. T'es bon théoricien, toi. C'est pas des conneries. C'est hyper intéressant. Oui, parce que, encore une fois, pour faire le lien avec l'épisode 9, à la fin, quand du coup il inviterait à le tuer pour qu'il puisse passer dans son corps et vivre éternellement, blablabla, avec 1000 ans de Sith derrière lui, ils vont être à l'étroit, les mecs. C'est en effet cette idée de transfert. C'est pas con du tout ce que tu dis. Là, il est un petit peu obligé de le faire et un peu à l'arrache, bien qu'il ait préparé son plan pendant des années, mais on voit bien qu'il n'a pas tout à fait ce qu'il voulait, quoi. Il fait avec ce qu'il trouve, pardon, à ce moment-là. Mais la petite, là, en effet, elle est pas du tout d'accord, quoi. Il l'a pas connue assez longtemps, ils sont pas allés assez ensemble au parc, il lui a pas acheté des glaces entre grand-père et petite fille pour bien créer un lien. Par contre, ce que tu dis est hyper intéressant, c'est que Anakin, il l'a côtoyé longtemps. Donc, en effet, sans qu'Anakin s'en rende compte, il aurait peut-être pu être ce réceptacle jeune et beau. T'imagines, en plus, du coup, le Shiv, il aurait eu 1000 ans de Sith dans le corps, et puis le corps et la beauté d'un jeune homme, il aurait pu enlever de la meuf et de l'alien dans toute la galaxie, quoi. Avec son pouvoir, là, avec ses idées de compensation de on ne sait pas quoi. Hein? Et on a toujours l'impression que Palpatine, il est toujours de toute façon à la recherche de cette immortalité en essayant plusieurs pistes. La piste Silo, peut-être Anakin, le clonage avec Grogu. On peut aussi parler d'Omega, parce que si tu me permets encore d'autres théories, on peut penser avec The Bad Batch qu'Omega est peut-être un sensitive force. Donc oui, peut-être absolument. Que justement avec ce clone un peu bizarre de Django, parce que c'est censé être un clone de Django, mais Django, bon, c'est un garçon, elle, ça a l'air d'être une fille. Alors peut-être qu'effectivement ils ont été un peu dans
dans le non-genré avec Omega, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, peut-être qu'Omega est force sensitive et que du coup, ça fait partie aussi indirectement de ce que Palpatine a demandé au Kaminoan pour essayer de trouver un spectacle pour elle, pour lui. Ouais. Donc pareil, Omega aussi, on peut peut-être indirectement le lier aux tractations de Palpatine. Oui, parce qu'on connaissait pas le contenu du bon de commande qu'il a fait au Kaminoan, dans l'ombre, donc on le rappelle, via Sifo Dyas à l'époque, là, qui n'avait déjà plus foi en les Jedi et la République. On ne sait pas quel a été le contenu de ce bon de commande, outre l'armée des clones. En effet, t'as raison, il aurait très bien pu leur dire écoutez, en projet parallèle, ouais, ça serait bien que vous me trouviez un truc pour que je reste immortel. Voilà, en toute simplicité. Oui, ben voilà. C'est pas grave si elle est blonde. Non, c'est pas grave. Allez, on y va. Les fameux Kaminoans. Ouais, en tout cas, ça, c'est quand même un point commun de tous les grands méchants, de beaucoup de sagas. Ce désir d'immortalité et cette plus grande peur, outre de perdre leur pouvoir, c'est à un moment de ne plus être, en fait. De ne plus subsister. Mais il y a un moment, les mecs, il faut lâcher, quoi. Faut aller vers l'au-delà. Il y a sûrement des trucs sympas, quelles que soient tes croyances et ta religion. Mais si tu regardes les gros méchants, encore une fois, du Seigneur des Anneaux, dans Harry Potter, de quoi il a peur, Voldemort, de mourir, de disparaître. Donc, il fait tout un tas de Horcrux pour ne pas disparaître. Là, Palpatine, qui veut pas lâcher l'affaire, quoi. Nous, on l'a déjà connu, c'est bon, 30 ans. Ben non, on se le retape sur une trentaine de plus. C'est ce point commun de vouloir toujours plus. Et il y a un moment, forcément, ça pète, hein, parce que soit tes partisans, ils en ont marre de voir ta gueule, et tes ordres, c'est bon, quoi. Ils ont un petit peu envie de changer, hein, tu crois pas? Comme il n'y a pas d'élection présidentielle dans Star Wars. Voilà. Tu parlais de grands méchants, donc sans faire de politique et en faisant un parallèle moderne, il suffit de regarder juste Poutine. On a l'impression que son projet, c'est refaire une Russie, donc il veut laisser son empreinte dans la vie de son pays. Voilà, il veut laisser quelque chose. Alors c'est quelque chose de très négatif qui est en train de se passer, mais effectivement, tu as raison, c'est un peu l'apanage des grands méchants. C'est de pas lâcher le pouvoir et de vouloir marquer leur empreinte. Là, pour revenir à Palpatine, entre autres, lui, c'est de ne jamais lâcher le pouvoir et d'être l'immortel détenteur du pouvoir ultime. Oui, et puis du côté obscur en plus. C'était pas tant un pouvoir humaniste et il n'est pas pour l'étente des aides sociales sur toutes les planètes un peu pauvres. Hein. Non, c'est que du pouvoir de méchant, quoi. En tout cas, si jamais Poutine se fait forger un anneau, il faut s'inquiéter. Hein. S'il y a des joailliers qui nous écoutent, attention, si jamais on vous demande une commande un petit peu spéciale comme ça, là, que ça vous mette la puce à l'oreille. Ou s'il y a des scientifiques spécialistes du clonage, qu'ils n'aillent pas vers Poutine, quoi. Non, il vaut mieux qu'ils aillent avec Barbara Streisand, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. On a par exemple ce monsieur. Peux-tu nous dire qui est ce monsieur qu'on a à l'écran? Alors, c'est vrai que Patrick, on a parlé un peu du clonage dans Star Wars. Voilà, donc c'est vrai qu'en 77, c'était la science-fiction. Maintenant, ça l'est plus, hein, parce que depuis, j'ai retrouvé la date là, depuis juillet 96, on a réussi à cloner le premier mammifère, qui était une brebis, qu'on a appelé Dolly. Et du coup, depuis, on a réussi à cloner d'autres mammifères. Officiellement, on n'a pas réussi à cloner des humains. Parfois, il y a des scientifiques qui ont dit qu'ils ont réussi à cloner certaines cellules, et notamment le monsieur là qui s'est affiché, qui est un Coréen et qui a été appelé l'escroc du clonage humain. Donc, il s'appelait Woo Sang-wang. Et en 2005, lui, il a publié un article dans la revue Science, qui est une des plus grandes revues, les plus connues et les plus respectées du monde entier. Donc, un article qui a été co-signé et qui a été vérifié par plein d'autres sommités, où il disait avoir réussi à produire 11 lignées de cellules souches, donc des clones de cellules. Et ça, c'était une vraie avancée, parce que du coup, c'était la possibilité de trouver de nouvelles thérapeutiques. Sauf qu'en fait, il s'est avéré que c'était des fausses données, que c'était des faux résultats, qu'en plus, au niveau de plein de choses, au niveau parce que pour pouvoir cloner, tu peux peut-être montrer du coup une image où il y a les brebis. En fait, pour pouvoir cloner, il faut du coup prendre
le noyau d'une cellule. Donc, par exemple, on prend une cellule de la peau, on essaye de sortir le noyau de cette cellule. C'est dans le noyau qu'il y a l'ADN. Et en fait, on utilise du coup après une ovule, un ovocyte non fécondé. On retire du coup le noyau de cet ovocyte et on met du coup le noyau de la cellule qu'on veut cloner ou de l'individu qu'on veut cloner. Après, il y a une espèce de petit choc électrique pour essayer de réactiver complètement l'ADN de la cellule qu'on veut cloner. Et après, on espère que du coup, c'est le début d'une division cellulaire. Et après, ça peut donner un embryon, puis ça peut aller jusqu'à la création du coup d'un être vivant, quoi. Donc c'est ça un peu le principe du clonage, c'est on extrait le noyau pour l'implanter dans un ovule, et on essaye après que cet ovule, avec certaines stimulations, du coup se divise, et il y a une division cellulaire. En fait, il y a deux buts au clonage, hein, c'est de reproduire du coup un individu, mais ça peut être uniquement de reproduire des cellules souches, hein, donc ce qu'a essayé de faire ce scientifique. Et le but des cellules souches, c'est qu'une cellule souche, c'est une cellule qui peut après devenir n'importe quelle autre cellule. Oui, elle est non différenciée à ce moment-là, c'est ça? Elle est non différenciée, donc potentiellement, si tu arrives après à la différencier, ça pourrait par exemple, créer un rein, créer un foie. Donc pour les personnes qui ont besoin d'une greffe, ça leur permettrait d'avoir une greffe de cellules d'eux-mêmes, donc avec l'absence de rejet, vu que c'est le même ADN, c'est la même personne. Donc là, ça c'est le scénario du film The Island avec le Obi-Wan Kenobi McGregor. Ça commence à dater déjà ce film. Si vous ne l'avez pas vu, moi à l'époque, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le clonage. Parce que là, on était dans le clonage à un but scientifique, médical. Voilà. Et c'est exactement ce que vient de raconter Fab. C'est créer le clone de quelqu'un, de riche, hein, évidemment, pour pouvoir après prélever sur lui tout ce dont on peut avoir besoin si la personne est mal portante. S'il se trouve qu'en effet, voilà, elle a besoin d'une greffe de foie, de peau, que sais-je. Ce qu'il y a, c'est que le clone est élevé non pas dans une éprouvette, mais il est à taille humaine, il est vraiment physiquement identique au donneur de base et il est conscient. Il a une conscience, des sentiments, une vie. Et du coup, ça a vraiment bien trifouillé dans les problèmes d'éthique à ce moment-là. Je pense que ça commence déjà à dater d'au moins 20 ans. Et moi, j'ai adoré ce film. Pas que parce qu'il y a Ewan McGregor. Pour vous, messieurs, il y a Scarlett Johansson, donc c'est pas dégueulasse à regarder non plus. Il y a également Boromir dedans, Sean Bean, quoi, l'acteur. Les visées médicales du clonage, on pourrait se dire que c'est tout... c'est humain, c'est éthique, justement, de se dire on va essayer comme ça, parce que c'est pour faire le bien, finalement. Mais alors, bon, malgré la bonne volonté à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que les cellules, à un moment, admettons qu'on arrive donc à extraire de l'ovule du donneur le matériel génétique, qu'on arrive à le remettre, le noyau, pardon, qu'on arrive à extraire le matériel génétique, qu'on arrive à le remettre ailleurs, qu'on l'implante, il y a un moment dans le développement cellulaire, qu'est-ce qui fait que ça marche pas si bien que ça? Là, il faudra poser cette question à un généticien parce que on arrive plus facilement à faire une fécondation in vitro, une FIV, c'est-à-dire dans une éprouvette, faire la rencontre entre un spermatozoïde et une ovule. Ça, on arrive plus facilement parce que ça reste un processus naturel. Par exemple, pour une première tentative de FIV, c'est 53% de réussite. Deuxième tentative de FIV, on est à 75%. Troisième tentative, on est à 86%. Par contre, dès qu'on essaye de faire un clonage en utilisant la technique, là, en prenant un noyau, en l'implantant dans une ovule et en essayant de stimuler pour que ça se divise, le taux de réussite, c'est de 15-30%. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut cloner quelqu'un, on a 15-30% d'échecs. Aujourd'hui, on n'a pas cloné d'être humain. Alors peut-être qu'on l'a fait, mais de manière cachée. C'est interdit quasiment dans tous les pays. Par contre, le travail qu'a essayé de faire ce Coréen et qui a été une véritable imposture, c'est quelque chose qui est fait dans beaucoup de pays pour justement essayer de trouver des cellules souches à visée un petit peu thérapeutique. Ouais. Mais c'est quelque chose qui, du coup, comme c'est pas un processus naturel, c'est quelque chose qui est un peu détourné, il doit y avoir des protections un peu naturelles dans les cellules, qui fait que les cellules s'auto-détruisent d'elles-mêmes. D'accord.
Parce que du coup, il y a quand même eu un clonage réussi. Donc en 96, comme tu disais, c'est la brebis Dolly. Moi, je me souviens, j'étais jeune à l'époque et qu'est-ce que j'ai pu entendre parler de cette brebis Dolly là, qui est donc le double parfait de sa maman, enfin du donneur de base. C'était une révolution d'avoir réussi à la faire arriver à maturation, à maturité, cette brebis. Elle a grandi. Mais malheureusement, il y a un moment, elle a eu trop de problèmes de santé, hein, si j'ai bien compris. Elle n'a pas vécu vieille. Voilà. Depuis, on a réussi à cloner plein d'autres animaux. Mais on n'en a pas trop entendu parler, du coup. Non, parce que finalement, on se rend compte que ça a des limites. Déjà que c'est difficile à faire. C'est-à-dire que même quand la technique est bien faite, je te dis, c'est 15-30% de réussite. Ouais. Et après, effectivement, on se rend compte que ces animaux ont souvent des problèmes. Et ça vient du fait que comme c'est pas quelque chose, un processus qui est naturel et qu'on n'a pas forcément une connaissance entière des mécanismes de la cellule, hein, les choses ont beaucoup progressé depuis 20-30 ans dans la connaissance de tout ce qui compose une cellule, mais on n'a probablement pas encore une connaissance pleine et entière des cellules, ce qui fait que forcément en manipulant, on doit entraîner des altérations de quelque chose, qui fait qu'effectivement souvent les animaux qui sont clonés sont souvent des animaux qui ont des problèmes. Ça n'empêche pas que aujourd'hui le clonage se fait dans le monde, donc c'est plus de la science-fiction, hein, depuis Dolly, hein, c'est une réalité, qu'il y a des clonages qui sont utilisés à des fins alimentaires, et notamment il y a une société en Chine qui rêve de devenir le leader mondial du marché en parvenant à produire 100 000 embryons clonés de bœuf. Ah, je l'ai entendu il y a pas longtemps, ça. Par an. Ouais, ça c'est une donnée assez récente. Et ça, c'est quelque chose d'assez sérieux parce qu'en fait, il y a plein de pays qui autorisent ça. C'est pas le cas de l'Union européenne. Par contre, c'est le cas des États-Unis. C'est possible. C'est le cas du Canada. Donc, nos amis outre-Atlantique, peut-être qu'un jour, ils mangeront des animaux qui ont été clonés. Il y a aussi le Brésil, l'Argentine, qui autorisent la vente et la consommation de viande clonée. D'accord. Donc, il y a un marché qui se fait et ceux qui sont leaders dans ça, c'est aux États-Unis, en Chine et en Corée, où du coup, ils font beaucoup de recherches et ils essaient justement d'améliorer les techniques de clonage pour parvenir à des animaux qui sont consommables. Voilà. Sachant que tous ces animaux sont souvent des OGM, un peu comme nos clones dans The Clone Wars, qui ont été un petit peu génétiquement modifiés. Quitte à cloner, autant cloner les meilleures bêtes, autant cloner, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, autant cloner Ewan McGregor, Scarlett Johansson que Michel Sardou, quoi. Même si j'ai rien contre Michel Sardou. Bobby Lapointe pour nos amis au Canada. Et il y a aussi aujourd'hui le clonage aussi, c'est un business. Et c'est là où tout à l'heure tu parlais de Barbara Streisand. J'attendais avec impatience que tu nous racontes l'histoire de Barbara. Voilà, Barbara Streisand. Alors, chers auditeurs, vous ne le voyez pas si vous êtes juste en écoutant. Nous avons là à l'écran une photo de la chanteuse Barbara Streisand avec deux petits chiens qui ont l'air d'être des petits bichons blancs qu'elle a dans les bras. Un petit peu plus vieux que l'autre, j'ai l'impression. Et j'ai tellement hâte que Fab nous raconte l'histoire derrière cette photo. En fait, donc du coup, ça, ces chiens, c'est un coton de Tuléar, hein, il me semble. Du coup, son chien est décédé en 2017. Et bon, voilà, Barbara était très très attachée à son chien, voilà. Et du coup, elle a demandé à une société qui s'appelle Viagen Pets, une entreprise qui est basée au Texas, de cloner son chien. Donc un petit peu avant que son chien décède, ils ont récupéré des cellules et ils ont réussi à cloner ce chien. Il a même été cloné en 2 exemplaires. Oh là là. Tu veux savoir le prix pour cloner ton chat, par exemple, ton chat. Si tu veux le cloner, tu peux demander à cette société, c'est $25,000. Ah, j'aurais pensé plus, tu vois. Et 50 000 si c'est un chien. Oh la vache. En plus, après, du coup, s'il a des problèmes de santé comme Dolly, l'animal, il vit 3 ans et il clame avec 15 000 balles de frais de vétérinaire. T'as tout gagné. Par contre, tu vois, ce qui est intéressant pour te dire que le clonage, c'est pas forcément qu'une copie et que la génétique fait pas tout.
certaines interviews, du coup, j'ai lu des interviews de Barbara Streisand, Ah, c'est bon ça. elle dit qu'ils ont réussi à cloner l'apparence, Et mais pas qu'ils le ont pas, caractère. voilà, ils ont pas cloné son âme. C'est ce qu'elle dit, elle, Ah, bah c'est sûr. dans son truc. Et effectivement, c'est certes il y a la génétique, mais il y a aussi d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que tu peux avoir la présence d'un gène, mais il peut y avoir des facteurs extérieurs. Donc ça peut être des facteurs quand tu es dans le ventre de ta maman, liés à ton alimentation, liés à des événements de vie, qui ont une influence sur tes gènes, qui font que certains gènes s'expriment, certains gènes restent un peu en sommeil. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est pas parce que tu as un gène qui va forcément s'exprimer. D'accord. Et c'est peut-être pour ça aussi que les clones dans The Clone Wars, même s'ils ont le même patrimoine génétique, même s'ils ont les mêmes modifications, sont quand même différents parce qu'ils ont eu des interactions dans leur vie différentes avec certains, même si globalement ils ont eu un environnement un peu aseptisé pendant leurs premières années, en ayant la même bouffe, les mêmes instructeurs et compagnie. Bah, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en ligne de compte en plus des gènes, qui font que c'est pas parce que tu es génétiquement un clone que tu es le même. Absolument. Et tu évoques ces clones, ça me revient là en tête. Il y avait des épisodes où il y avait un vieux clone. Il s'appelait pas 99 ou un truc comme ça? C'était 99. C'était 99. Alors c'est qui lui? Pourquoi il a une dégénérescence comme ça? Bah voilà, toi, tout à l'heure je te disais, dans la vie réelle, le clonage c'est 15-30% de réussite. Bon, peut-être que les Kaminoans, eux, avaient un meilleur taux, mais probablement qu'ils avaient des échecs. Donc aussi, ça peut poser des questions éthiques, quoi. Est-ce que effectivement, à la naissance, et qu'ils voyaient qu'il y avait un clone qui était un peu défectueux, un peu boiteux comme ça, ouais. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il décidait de s'en débarrasser? Est-ce que 99, il est passé un peu entre les mailles de cette sélection un peu de la perfection? Voilà, mais probablement il nettoyait les chiottes, il faisait pas trop de vagues, quoi. Ils se sont dit, vas-y, on le garde. Ouais, il est mignon, il est gentil. Mais probablement que les Kaminoans n'ont pas non plus un taux de réussite à 100%. Ils sont certainement meilleurs que les Coréens, que lui, voilà. Mais ils ont probablement pas un taux de réussite à 100%, quoi. Et pour revenir à Barbara Streisand, un truc que j'ai trouvé rigolo, hein, c'est que la première brebis clonée s'appelait Dolly. Oui. Et elle, c'est la chanteuse d'Hello Dolly. Oh, il y avait un lien, c'était tracé, son destin était tracé. Exactement. Tu m'avais fait mettre dans les petites vignettes une photo. Là, à l'écran, chers auditeurs, nous avons 2 mammouths laineux dans un climat glaciaire. Ça a été évoqué de les cloner un peu en mode Jurassic Park pour les faire revivre, c'est ça? C'est vrai que c'est difficile de parler du clonage sans parler de Jurassic Park. Dédicace à Loïc. Ouais, Loïc, big up. Jurassic Park. Qui est un monument de SF. Et notamment, voilà, justement, en essayant de cloner, en retrouvant un peu de l'ADN de dinosaures, en les modifiant un petit peu. Donc, il y a cette notion un peu de clonage et de manipulation génétique. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui sont en train d'essayer de faire pour le mammouth. Parce que là, ils ont retrouvé des mammouths qui étaient très, très bien conservés. Donc, ils ont retrouvé de la viande très peu altérée, car conservée par le froid. Il me semble avoir lu qu'ils sont à peu près à 75% du génome du mammouth laineux reconstitué. Ah ouais. Donc effectivement, va se poser à un moment la question, peut-être de les cloner, un peu en mode Jurassic Park. Ouais. Ce que on peut aussi réfléchir, c'est que on peut aussi peut-être cloner des animaux qui sont en voie de disparition à l'heure actuelle. Ah oui. Oui. Et pour revenir à Jurassic Park, c'est une conversation dans le premier film, quoi. C'est qu'à un moment, le milliardaire dit, mais si jamais je voulais cloner un tel animal en voie de disparition, on dira rien. Et là, pour les dinosaures, vous en faites tout un flanc. Et là, tu as le grand Ian Malcolm qui dit, bah oui, sauf que cet animal, c'est l'homme qui l'a détruit. On dit que c'est la nature qui a fait détruire les dinosaures, quoi. Ouais. Donc... Oui, là, dans Jurassic Park, c'est toujours Malcolm qui revient nous mettre une grosse alerte en disant « La nature fait ce qu'elle veut, arrêtez d'essayer de la bricoler, de la contrer, ça va mal tourner. » Mais non, ça va aller. Mais oui, tu penses, mais ça va aller.
J'ai fait tourner sur Discord il y a récemment comme ça des petites BD que j'ai trouvées, je sais plus, sur internet, où tu voyais donc le vieux milliardaire, John Hammond, qu'on voit là à l'image en plus, qui discutait donc avec le professeur, le paléontologue, j'ai oublié son nom, le paléontologue qui est là tout du long là, et qui lui disait mais vous avez aussi cloné des raptors? Et là t'as le vieux Hammond qui dit mais non, on n'est pas fou, on a juste fait des herbivores. Et du coup tu vois après le Jurassic Park qui est juste transformé en petit parc d'attractions où les enfants font du poney sur des bébés tricératops, et où voilà, c'est une fin alternative quoi. Et non, pourquoi pas, et pourquoi ne pas le faire sur des animaux hyper dangereux? Mais oui, quelle bonne idée. Ah oui. Quelle bonne idée. Parce que n'oublions pas que quand Pirates des Caraïbes se détraquent, ils ne mangent pas les visiteurs. Non. Absolument. En Pirates des Caraïbes, en plus, tu fais bien d'en parler. On en a tellement parlé ces jours-ci sur notre Discord. On fera un épisode Star Wars en direct sur Pirates des Caraïbes s'il faut. On va trouver un lien. Après, tu peux toujours trouver des liens. Par exemple, bon, là, sans trop s'écarter du sujet, Jurassic Park a un lien avec Star Wars. Parce que la légende veut que c'est quand George Lucas a vu les dinosaures dans Jurassic Park qui s'est dit mais enfin la technologie est arrivée à un stade où ma vision, ce que j'ai en tête va pouvoir se faire. Et du coup, il s'est lancé très peu de temps après dans l'écriture de sa prélogie, dans l'édition spéciale. Voilà, donc la boucle est bouclée, quoi. Absolument. Puis bon, c'est deux potes quand même, Spielberg et Lucas. La boucle est bouclée, comme tu dis. J'avais une autre question sur la science, mais ça m'est reparti. Je vais essayer de le retrouver. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, tu allais dire quelque chose. C'est vrai que les clonages, il y a beaucoup de questions éthiques qui se posent à ça, qui sont un petit peu évoquées dans Star Wars, avec notamment les clones dans The Clone Wars, mais c'est vrai que du coup se posent plein de questions éthiques. Quel est le statut si jamais on arrive à créer à un moment des êtres clonés, et notamment des êtres comme les humains, vraiment dotés de conscience et de moyens de réflexion. Donc voilà, c'est vrai que toutes ces avancées scientifiques qui ont été évoquées dans des œuvres avant que ça arrive, donc c'est ça la science-fiction, c'est d'anticiper un petit peu les découvertes qui vont arriver, pose beaucoup de questions éthiques, et pour faire juste une citation, on semble avoir ramené, il y a Rabelais qui au XVIe siècle disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oh, c'est beau. Rabelais, si tu nous écoutes aussi, comme Loïc, on te la dédicace. Non, c'est beau ce que tu dis. L'éthique, Palpatine, il l'avait pas, parce que pour en arriver là, même par rapport à lui, le respect est mort, Palpi. Là, t'as pas de respect pour toi, t'as pas de respect pour les autres quand tu en viens à être comme ça. Non, dans l'épisode 9, Palpatine, il sent plus le Head and Shoulder. Non, par contre, il sent mauvais. Il sent plus la douleur, mais il sent mauvais. On l'a évoqué l'autre jour aussi, ça. On l'a évoqué. Juste une autre petite chose qui me vient en tête. Du coup, on avait beaucoup spéculé à l'époque sur pourquoi Snoke a cette gueule-là. À l'image, donc nous avons une image de Snoke dans son magnifique pyjama doré, lamé disco, mais avec ses grosses cicatrices en travers de la tronche. Est-ce que si c'était encore une expérience scientifique de Palpatine, ça expliquerait pourquoi voilà, il a essayé de cloner un force sensitive et ça s'est pas fait comme il voulait parce qu'il y a eu dégénérescence. Est-ce que ça serait possible? On a toujours pas de réponse non plus là-dessus, sur ses origines à lui. Non, mais c'est vrai que tu l'as montré tout à l'heure, on a vu des Snoke dans des cuves, donc il y a dû avoir plein de tentatives, plein d'essais. Effectivement, est-ce que Snoke a un peu du patrimoine génétique de Palpatine? Ouais. Est-ce que du coup c'est un clone mais modifié? Donc est-ce que c'est un organisme génétiquement modifié? A priori, Snoke, il était complètement indépendant, il avait sa propre volonté, le Snoke tel qu'on le connaît dans l'épisode 7-8. Mais peut-être que il y avait d'autres versions de Snoke qui étaient juste là pour être un réceptacle de Palpatine, mais qui n'ont pas marché. Donc c'est un peu l'espèce de toute cette viande là qu'on voit dans les cubes là de formol là. Oui, parce qu'on a quand même un Snoke qui pardon. Pardon, je tousse, excusez-moi. On a quand même un Snoke qui déteste les Skywalker.
On est d'accord, dans l'épisode 8, il le dit, le redit, il a ce point commun avec Palpatine, de les détester quand même. Ça va, Aude? Ouais, et effectivement, il y a en plus, on parle de génétique et t'as Palpatine versus Skywalker et Rey doit choisir. Et effectivement, c'est deux lignées. Et comme on disait tout à l'heure, moi, une de mes théories, c'était de se dire que peut-être que Palpatine voulait utiliser la lignée Skywalker par Anakin pour être un respectacle pour lui. Et c'est vrai que Rey, c'est une Palpatine, mais du coup, indirectement après, elle embrasse la lignée des Skywalker. Donc, effectivement, c'est vrai que on peut reprocher ce qu'on veut, du coup, à la postologie, mais c'est vrai qu'il y a certaines symboliques qui peuvent être intéressantes. Au niveau de la filiation, absolument. notamment. Mais la symbolique est puissante, mais après, la cohérence en souffre un petit peu, quoi. On peut pas tout décortiquer, de toute façon. On l'a dit. Non, c'est clair. On n'est pas là pour décortiquer, chers amis. Eh ben, écoute, je pense qu'on a pas mal abordé un petit peu tout, en tout cas dans l'univers de Star Wars. On a forcément oublié des choses qui nous viennent pas spontanément à l'esprit, mais si vous, les auditeurs, les spectateurs, vous avez lu ou vous avez relevé des choses dans les films ou les séries qui parlaient du clonage et qu'on n'a pas abordé, n'hésitez pas à nous le dire, nous le faire savoir, parce qu'on sera ravis d'en rediscuter avec vous. Merci à Fabien pour son expertise technique et puis sa grande connaissance de l'univers Star Wars. C'est un plaisir de discuter. Franchement, c'est un véritable plaisir de partager un petit peu tout ce qui trotte un peu dans mon esprit de fan depuis des années. Et c'est vrai que c'est un véritable plaisir de partager ça. Et tu parlais du Discord tout à l'heure, et c'est vrai que c'est toujours très plaisant quand on a une idée, quand on veut interagir, quelqu'un dit quelque chose. C'est intéressant parce que du coup, ça permet un peu de vivre pas notre passion dans notre coin, mais de la partager à plusieurs. Et merci beaucoup à la communauté sur Discord. Mais c'est un grand plaisir. C'est comme tu dis, ça permet de faire des discussions non formelles sur un petit thème en particulier, mais avec voilà tout ce qui sort de notre esprit, tout ce qui fuse de notre esprit sur les théories, sur ce qu'on relie à la science, à d'autres films, évidemment à la science-fiction, si on aime ça. Moi, tu m'as appris un truc sur Dune, là, par exemple. J'ai regardé le film et j'ai jamais lu les romans et j'ai beaucoup aimé le film. Donc, on est plus sur, tu disais, de l'eugénisme, sur essayer d'avoir une race parfaite. Oui. Il y a les sorcières dont fait partie la mère de Paul Atreides, fait partie d'une espèce de confrérie, de sororité, oui. Où effectivement, depuis des générations, ils font des mariages un peu arrangés. Et d'ailleurs, ce qu'a fait la mère de Paul, c'était pas un truc qui était prévu, de laisser un fils naturel à son mari, quoi. D'accord. C'est quand même un truc récurrent finalement. Voilà, dans la SF, il y a des. Je m'en étais pas rendu compte à ce point-là avant l'émission d'aujourd'hui, quoi. Qu'il y a le truc des grands méchants qui cherchent toujours un pouvoir d'immortalité. Via quoi? Entre autres, le clonage et la présence du clonage, et en tout cas des gènes et des races dans les films de SF, finalement, c'est assez énorme. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez rajouter des choses là-dessus, on sera ravis d'en débattre avec vous, ou dans les commentaires sur YouTube ou sur le Discord. Encore une fois, merci Fabien de ta présence et de ta disponibilité. On se revoit bientôt sur le Discord, j'espère, évidemment. Ah, avec plaisir, Aude. Si jamais mon épouse regarde cette émission, je sais pas si elle va la regarder, je vais juste lui dire que je l'aime, que c'est la femme de ma vie, qu'elle m'a donné trois merveilleux enfants. Et j'en profite pour remercier vraiment tout Star Wars en direct que je suis depuis quelques années. Petite mention pour Loïc, Sylvain, que j'aime bien. Non, pas Sylvain. Non, pas Sylvain. Malgré certains aspects de Sylvain, j'aime beaucoup Sylvain. Moi aussi. Et puis également Francis au Québec, que j'aime beaucoup écouter, qui est aussi présent sur le Discord. Merci à eux. C'était l'instant dédicace. Donc gros bisous à la femme de Fabien qui nous l'a laissé pendant 1h14, un peu plus même. Merci à elle si elle nous écoute. Merci à toute l'équipe de Star Wars en direct, parce que grâce à vous, moi je suis là. Je suis pas depuis longtemps, ça fait 1 an quasiment. J'ai eu cette chance. Et on a des gens comme Fabien qui sont des auditeurs, qui sont en train de devenir des amis au quotidien. Et ça c'est magique et ça n'a pas de prix. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt
pour des émissions avec plein d'autres thèmes. On espère que ça vous a un petit peu intéressé quand même. Bye bye. Que la force soit avec vous. Absolument.